Bon, eh bien, bonjour. Cette communication va être complètement improvisée, puisque je revendique un statut d'improvisateur, donc la moindre des choses c'est d'improviser cette communication. Elle est sur un thème très précis qui est la télépoésie. Alors la télépoésie en fait est un concept que j'ai mis en place par nécessité, comme se font souvent les choses, enfin, personnellement. C'est toujours par nécessité. Et là, c'était pour rendre hommage à un poète très important pour moi qui s'appelle Velimir Khlebnikov. Donc ce monsieur qui avait écrit un livre qui s'appelle Les Tables du Destin, dans lequel plutôt il prétendait donner aux hommes le moyen de prévoir l'avenir. Rien moins que ça, avec une équation majeure, 365 plus ou moins 48. Alors là, 365 évidemment, c'est la rotation de la Terre autour du Soleil, et puis le chiffre 48 qui est lourd de sens pour les mathématiciens, notamment les musiciens, puisque c'est la série, les 48 notes de la série totale chez Schoenberg, par exemple dans la musique dodécaphonique. Donc il y a les 4 séries, 4 x 12, 48. Alors la télépoésie, c'est un souffle en fait. Un souffle que je traduis à travers la percussion. Instrument étonnant pour traduire le souffle, on verrait plutôt une flûte. Donc c'était juste pour dire bonjour, vous avez compris. Alors la télépoésie, télé et poésie. Télé c'est loin, à distance, et poésie ça vient de poiesis, qui est l'acte de créer, l'action de créer. Et là, pour cette action de créer, pour moi indissociable chez les Grecs, poiesis et praxis, je ne dissocie pas donc les deux formes, parce que évidemment, quand on est dans l'acte de poésie, donc par exemple on écrit un poème, on réalise une œuvre, cette œuvre devient pérenne. Elle survit, je vais dire, à son acte. C'est-à-dire, je fais, par exemple, je dessine, je peins, mais quand j'ai fini, il reste un tableau. Mais le fait de faire, qui serait la praxis, donc l'œuvre en train de se créer, mais qui ne serait valable que par la force de l'immanence qui crée l'œuvre. Et une fois que ceci est terminé, que mon acte est terminé, c'est passé, par exemple, comme la performance. Sauf que si on filme la performance, et c'est le problème plutôt le principe de la télépoésie, si on capture des images, si on prend des photographies, ou si on filme un événement, ou si on l'enregistre, eh bien, quand l'événement est terminé, il reste une trace, et cette trace fait valeur aussi d'œuvre. Donc on peut remettre en cause le système de l'immanence de la chose en train de se faire, qui m'intéresse beaucoup, parce que pour moi il y a une part de transcendance très forte dans la télépoésie. Parce qu'en fait, celui qui pratique la télépoésie, que je n'ai pas encore définie, je suis très très conscient, eh bien, est en acte d'improvisateur. C'est-à-dire qu'il va être dans un état, et non pas dans une posture, qui va lui permettre d'être relié par la pensée à d'autres artistes de par le monde. C'est ça la télépoésie. Télé, loin, poésie, l'acte de créer, mais relié par la pensée. Donc là, on est dans une interreliance, un geste interrelié qui va essayer justement de créer une entité collective, une pièce collective, une création collective, à distance, et surtout sans se servir de la technologie. C'est pas pour faire une prouesse, mais c'est parce que nous croyons dans cet acte-là à d'autres vecteurs qui sont de la puissance de la pensée. Un peu comme ça se faisait dans la prière, qui est aussi quelque chose qui relie. Sauf que là, c'est juste à but artistique uniquement. Créativité. Alors évidemment, interrelié, c'est-à-dire que ça, évidemment, comme ça traverse les strates du temps, de l'espace, dans un temps quand même synchronisé, puisque ça se fait par exemple
La télépoésie en question a été pratiquée le 29 février, c'est pas pour rien, le 29, c'est un problème d'équilibre. Hein. Le jour de plus qui va permettre d'équilibrer l'année calendaire de façon à ce qu'il n'y ait pas de décalage trop important avec l'année solaire. Donc, la rotation de la Terre autour du Soleil, 365,24 quelque chose. Voilà, donc cet acte-là, bien là, il y a quand même 22 artistes qui ont répondu présent de par le monde et qui ont uni leur créativité pour la donner en partage. Ensuite, quand l'acte est terminé, comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. Chacun m'envoie les traces de son œuvre. On fait en somme un relevé archéologique, en quelque sorte, de l'acte qui vient de se faire. Par exemple, si j'ai déplacé une pierre, eh bien cette pierre qui a fait un sillon dans le sol, je vais photographier le sillon et ça sera par exemple, cette offrande-là que je vais envoyer au récepteur, c'est-à-dire en l'occurrence c'est moi, puisque c'est moi qui ai lancé l'invitation. Et bien, avec toutes ces offrandes que je reçois, eh bien, moi je recompose un petit film où je les harmonise, je les orchestre. Je fais une orchestration de tous ces cadeaux, de toutes ces offrandes pour essayer de leur donner vie. Alors là, on rejoint un concept qui est en fait corrélé au concept de télépoésie, qui serait ce qu'on appelle la sérendipité, donc qui est en fait le heureux hasard, si on veut dire. Sauf qu'il est un peu différent, parce que le concept de sérendipité, c'est vraiment un concept qui est par rapport au heureux hasard, pour le simplifier, pour faire simple. Alors que la différence en télépoésie, c'est que ce hasard, il est convoqué. Il est convoqué par l'état d'improvisateur des actants eux-mêmes. Donc ils sont à l'affût, en quelque sorte. Alors, il y a un exemple qui me vient, qui est très important, c'est le bigidi. Bigidi, qui est un terme créole, qui veut dire trébucher. Trébucher, bigidi, mais ne pas tomber, dit-on en créole. Et donc ça veut dire que le fait de trébucher va engendrer toute une façon de justement pour ne pas tomber, de se positionner. Et une personne à Pointe-à-Pitre qui a fait tout un travail très très long là-dessus, qui s'appelle Lena Blue, et qui va comme ça bien développer toute une façon de danser uniquement basée sur le fait de trébucher. Bigidi, c'est le nom. Et bien ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire, je reviens à la sérendipité, c'est quelque chose de convoqué, parce qu'on sait que quand on trébuche, on sait qu'on ne va pas tomber parce qu'on maîtrise, parce qu'on a beaucoup travaillé, et en fait c'est une écoute, on est juste à l'écoute de sa façon d'être. Là je suis dans une espèce de trébuchement, même pas convoqué, c'est un peu la Wittgenstein que je suis. C'est-à-dire, je ne sais même pas pourquoi je fais ça. Juste parce que la nécessité, ou l'écoute, ou l'état, ou la volonté, mais dans le sens de Schopenhauer, c'est-à-dire dans l'élan, quoi, se déclenche. Et c'est juste de réagir pour rétablir l'équilibre, finalement. Qui va créer ce fameux bigidi. Donc, je reviens rapidement à la télépoésie. Donc, et ça a eu lieu pendant. Alors, on tient, évidemment, c'est une proposition, hein, c'est pas une partition, répartie par rapport au fuseau horaire. Donc, on donne une possibilité d'action entre telle heure et telle heure, de manière à ce que ça puisse couvrir l'ensemble des fuseaux horaires de la planète, pour que tout le monde soit vraiment corrélé par la pensée dans ce temps commun choisi, qui est assez long, hein, qui peut durer jusqu'à 24 heures. C'est un souffle. Et donc, le mieux c'est peut-être de vous le faire écouter, tout simplement. Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche sur l'écran et vous allez avoir eh bien, ce cadeau. Donc cette télépoésie du 29 février, dont le thème était Semaine du son oblige, le son des villes. Donc une réflexion à la fois sur l'équilibre,
l'équilibre de la temporalité par rapport au 29 février, qui rééquilibre l'année calendaire avec l'année solaire, et l'équilibre sonore dont on a besoin, de manière à, bien justement à ce que ce soit une véritable jouissance que de vivre, parce que découvrir, comme disait Cage, j'ouvre ma fenêtre et le concert est déjà là, parce que c'est moi qui organise les sons dans l'espace et qui fait mon propre panorama, mon propre paysage sonore, et donc je compose ma propre musique en organisant les sons dans l'espace. Ça, c'est une manière très simple, hein, très naturaliste de faire, si les sons sont beaux. Évidemment, si on est au milieu de rouleaux compresseurs, de machines diaboliques, ça devient un peu plus douloureux. Donc c'est pour ça qu'il est important d'équilibrer. Donc pour apprendre à gérer les sons, il faut d'abord savoir les identifier, pour pouvoir les aimer, les écouter, et évidemment trouver des solutions ensemble pour que nous soyons plus les uns et les autres à l'écoute d'une globalité. Je vous remercie.